This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Salut les aigris, Daily Free Ski Podcast saison 2, on est là avec toute l'équipe de Bras Cassés. On accueille pour cet épisode celui qui, en une apparition de 40 secondes dans Kaizen, a fait plus de buzz que sur l'ensemble de sa carrière, le champion du monde qui n'aura jamais vaincu Verbier, le freerider qui passe ses diplômes de cafiste, le skieur qui vivra éternellement dans l'ombre de Vadek Gorak, l'homme à la page Wikipédia aussi fourni que le cerveau d'une influenceuse beauté, monsieur Léo Slemet. Salut Léo. Salut les bâtards. Direct, Merci, ça commence. belle intro. On attaque avec un portrait de toi version freeride. Est-ce que tu peux nous donner ta taille, ton poids, la taille de tes skis, taille au patin, serrage d'in et flex de pompe? Aïe. Ouais, c'est une nouveauté saison 2 ça. Allez, 1m75, 78 kg, je skie avec du 186 cm, 114 au patin et 130 de flex. Et serrage de pompe, serrage de fixe? 120 au niveau des fixes et les pompes, ça dépend de la température avec le réchauffement, ça change un peu. 12 de din. Ouais. Ok, avant-arrière, le même. Avant-arrière. Donc si vous voulez vous faire les genoux les gars, c'est 12 de din. Il l'a fait hein. Il l'a fait plein de fois. 3-2. Ok, je peux te présenter brièvement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, où tu as grandi, comment tu es venu au ski, comment la passion qui est venue. Du coup, tu m'as fait une brève présentation, mais ouais, Léo Slemet, skieur professionnel, né et grandi à Chamonix, passionné de ski dans toute sa largeur, champion du monde de ski freeride à un moment donné. Passionné de ski dans toute sa largeur. Ah ouais. Ça, c'était la DA de Rancho, ça. Ouais, des nacs, ouais. Le ski dans toute sa largeur. Putain, t'as Bah, été biberonné à Rancho. Pas pour autant, mais c'est vrai, c'est un fait. Parce que t'as commencé du coup par la race, c'est Ouais. ça, à Cham. Et après t'as fait du freeride. J'ai commencé par la race, j'ai switché vers le free ski Et le freestyle. dans le freestyle, et après je me suis orienté vers le freeride. Parce que le freestyle à Cham quand même c'était compliqué au début. Écoute, je pense influencé par les générations Candide Tovex, je me suis essayé aussi, je me suis régalé pendant des années, et après j'ai été sous une grosse influence freeride à Chamonix de par les années Aurélien Ducrot, des structures un peu manquantes à Chamonix, j'avais de la peine à suivre aussi l'évolution du sport. On va dire que l'un dans l'autre, je me suis mis au freeride et je me suis régalé. Et t'as fait comment à l'époque? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de structure, enfin je sais pas comment c'était à Cham, mais quand tu quittes le club des sports pour te mettre au freestyle, ou c'était plus freestyle quoi, il n'y avait pas de club, tu faisais ça quoi, avec ton frère? Non, Avec écoute, les potes. à Chamonix, on a bénéficié d'une structure assez tôt. Elle fête ses 25 ans cette année, ça s'appelle le Young Riders Crew. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas que freeride, je pensais que c'était que Non, freeride. à l'époque, ils proposaient aussi le freestyle, à la demande de plusieurs, on va dire, locaux. Il y a même eu Sam Fabret qui est passé par cette école-là, des Louis-Joseph. On a été quelques-uns à s'essayer, et on va dire à mutualiser un peu les moyens pour prendre un coach qui était Greg et qui était du coup le fondateur du Young Riders Crew. Qu'on retrouve dans ton film. Je pense qu'on en parlera après dans le film. Exactement. Notre partie, là, on va Il faire fait un peu partie des protagonistes. Ouais. le début, mais... Tu le lances là cette semaine au High Five, mais tu nous as permis de le voir en avant-première, donc on en reviendra après. C'est qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de sortir des piquets? C'était qui un peu tes menteurs qui te faisaient rêver? T'as parlé de Candide Tovex, mais il y en a peut-être d'autres. Je pense qu'en premier lieu, vraiment, j'ai été sous l'influence des années Candide et de ce qui se passait en France à ce moment-là. Et après, on avait à l'époque un événement à Cham qui s'appelait aussi le Red Bull Snow Trail, qui se passait au Brévent. C'était un des premiers événements de freeride en France. Et c'est de là un peu que on va dire que les graines du free ski ont germé, et plus celles du freeride. Et on va dire que derrière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un de mes mentors, Aurélien Ducrot, et on va dire que ça a enfoncé le clou. Et c'est un peu naturellement, quand je suis allé le voir, je crois que c'est sur son deuxième titre de champion du monde à Verbier, je me suis projeté là-bas, quoi, pas ailleurs. Parce que tu le rencontres tôt au final. Tu le rencontres à 13 ans ou 12 ans.
Ouais, je le rencontre typiquement sur une journée que les clubs peuvent organiser où tu les rencontres des champions, quoi. Et- La bonne rencontre des champions. T'as fait signer le casque? T'as fait la veste. casque? Je pense qu'il m'avait signé, il avait dû signer un de mes trucs, je m'en rappelle plus trop pour être tout à fait franc, mais en tout cas, l'effet escompté a marché, quoi. Comme quoi, les clubs continuent à inviter les champions. On t'invite, toi, dans les clubs, ou on t'invite pas encore? Oui, non, je participe à des journées avec la structure à Chamonix et après sur différentes prestations, mais ouais, ça m'arrive. On a la question du stagiaire. On a que 3 micros pour 4, donc passage de micro. Ouais, moi je suis le dernier qui a un micro. Non, je voulais juste remonter. Alors forcément, t'es chamoniard, donc j'imagine que tout le monde dans la famille skiait, mais tes parents c'était des skieurs, enfin je veux dire, on parlait d'inspiration externe, mais la famille, tes frères, tes parents, c'était tous des skieurs ou... Je me dis chamonnière, mais c'est vrai que pour le coup là-bas, j'ai aucune génération au cimetière, donc est-ce que je suis accepté comme tel? J'en sais rien. En tout cas, non, mes parents sont pas du tout de Chamonix à la base, mais par contre, ils ont construit la famille là-bas, et c'est à l'âge de 3 ans qu'ils m'ont mis sur les skis, et mes frères skient aussi. J'ai eu un grand frère qui a été jusqu'en équipe de France de ski de fond, mais comme quoi ça m'a pas non plus trop inspiré. Ça m'a moins influencé, ouais. Alors, on se doutait, moi je me disais, il est chamoniard, mais il n'y a aucun magasin de sport qui s'appelle Slemet Sport à Cham, quoi. Du coup, je me posais des questions, mais du coup... Ouais, le pourquoi du comment, il n'y a personne au cimetière. Puis voilà. J'ai une mère qui est originaire du Poitou-Charentes et un père algérien qui est arrivé en 62 en France. Ok. C'est comment d'avoir un père algérien quand tu vis à Cham? Bah écoute, ça peut créer des questionnements, mais ça rajoute un peu d'exotisme. Parce qu'on sait que la montagne, c'est pas le milieu le plus ouvert, des fois intellectuellement là-dessus. Toi, t'as eu des soucis, ça t'a saoulé, t'es confronté à du racisme par rapport à ça ou jamais? Non, pour être honnête, aucunement. Il y a une partie de Chamonix qui se veut un peu plus cosmopolite, c'est le quartier des pèlerins. Et moi, j'ai grandi avec plein de nationalités différentes et un peu toutes les couleurs. J'avais Aziz, Mohamed dans ma classe, et finalement, je pense que c'est ce que la France a de plus riche, Trop sa bien. variété. Ouais. Ils vendent Cham comme Paris ou les Ah quartiers ouais, nord de non. Marseille, quoi. Ouais. Cham, la ville cosmopolite. La montagne montagne en les plus. pèlerins, surtout. Ah ouais, localiste extrême quoi. Putain, c'est bon. Quartier des pèlerins. T'arrives quand même à faire du freeride quand même à haut niveau. Tu passes par les qualifiers et t'atteins le World Tour. C'est quand même compliqué les qualifiers. Faut aller aux 4 coins de l'Europe. Comment tu te motives et comment t'arrives aussi à faire accepter à la famille que tu vas te lancer dans un truc qui est quand même pas toujours. Il n'y a pas beaucoup de certitude, quoi. Non, c'est sûr. Après, initialement, mes parents m'ont fait confiance assez vite du fait que il y avait un coach, il y avait une structure quand même autour. Je suis pas juste parti les mains dans les poches en ayant ce rêve de skieur. Ma mère était enseignante, du coup, c'était le deal d'avoir un diplôme et tout en faisant du ski à côté. Du coup, je respectais le marché. Et derrière, il m'a fallu juste mettre un peu des choses en place autour de moi pour arriver à mes fins. Mais ouais, j'ai commencé par un open qui m'a permis de choper un carton d'invitation pour faire les freeride qualifiers. Puis de là, j'ai rien lâché et ça m'a permis d'arriver au World Tour assez vite finalement. Ouais. Mais après, moi d'être plus dans l'intérieur, j'étais aussi en cours avec ton frère. Ouais. Et ça fait... Enfin, il avait un an de plus, donc mais quand on était à Chambéry. Mais du coup, t'as toujours eu un peu cette image du mec fort qui va arriver. Un peu comme un Thomas Krief, quand même. T'as confirmé, mais ça faisait pendant des années, j'entendais, et même lui disait oh, mon frère il est trop fort, il ride mieux que moi et tout, il va arriver. et tout le monde à Cham, j'ai des potes à Cham aussi, ils me disaient ouais, Léo Slemet, tu vas voir, son frère est encore plus fort. Enfin, et en fait, ça fait longtemps que t'as réussi justement à construire sur ça, quoi. T'es pas sorti de nulle part, comme tout le monde voyait en toi un bon skieur, quoi. Ouais, peut-être que ce regard m'a apporté d'une certaine manière. Après, pour le coup, on va dire, tu vois, une anecdote assez simple. Première année où je suis sur le qualifier, le World Tour, il me laisse pas accéder aux 2 étoiles, 4 étoiles, aucun laissez-passer, pas de souci. Je passe par les Open, je gagne ce qu'ils appellent à Bruzon à l'époque, une wildcard déjà pour la Nanda 4 étoiles, ce qui me permet de passer d'un Open à une 4 étoiles. Puis au cours de saison, j'arrive toujours, ils veulent quand même toujours pas me laisser accéder aux autres, et du coup je dis bon bah c'est quoi, qu'est-ce qui se présente sur le programme, et j'ai fait Chamonix Andorre tout seul dans ma voiture. C'est un pèlerinage quand même. Dans la Forte Fusion, partir des pèlerins jusqu'à l'Andorre. Un vrai pèlerin. Et avec juste l'idée qu'il y a une place, faut gagner l'Open pour se qualifier sur le qualifier, qui est un 4 étoiles aussi en Andorre.
Et on va dire que c'est ce jour-là où je me suis ouvert les portes vraiment, parce que pour le coup, je gagne cet Open. Après mes 12 heures de bagnole, dormi dans un hôtel miteux où on pouvait encore fumer dedans, je me rappelle, c'était à Beau. Et j'arrive, je gagne cet Open et j'arrive à participer au qualifier. Et de là, je marque mes premiers points. Et à force de leur casser les couilles à Austria World Tour, ils m'ont dit, c'est bon, visiblement, t'as vraiment envie, viens. Et voilà. Mais c'est passé par là, quoi. Ouais, ça a quand même pris du temps, quoi. T'as forcé un peu le truc. Mais t'avais fait des compètes de freestyle aussi avant, un peu, comme tu disais. Ouais, j'ai fait pas mal de... Non, j'ai fait pas mal de freestyle. J'étais avec John Bertoni, Max Fournier, un peu le... J'étais pas aussi fort que Thomas Krief, c'était vraiment lui le chef de meute de tous ces jeunes en France. Mais j'essayais de faire ma place et ça passait par les Rossignol Air Tour, Salomon Jeep Academy, et SFR Tour. SFR. Et voilà, on avait un peu la visite des stations françaises. C'est un peu comme ça que j'ai appris la géographie, quoi. Putain, ça, les SFR Tour, les canards WC, tous ces trucs. Du coup, tu fais partie de la première génération qui est arrivée sur le World Tour ou même les qualifiers avec des vrais tricks de freestylers. C'était une vision que tu voulais faire, ça s'est imposé comme toi parce que ça s'est imposé comme ça parce que c'était toi quand tu ridais tu le faisais comme ça, ou c'était genre planifié et tu voulais mettre tout le temps des tricks dans tes runs, parce qu'à l'époque il y avait on mettait un gros bac, toi t'es arrivé avec d'autres choses. Non, après ça a été, on va dire que ça a été ce qui m'a permis de me qualifier, c'est la capacité que j'avais à mettre ces tricks dans mes runs déjà sur le qualifier. Ça m'a permis d'arriver sur le World Tour. Et du coup, après sur le World Tour, pour le coup, je me suis jamais identifié à un skieur à proprement dit. Je me nourrissais vraiment un peu des qualités de chacun, et pour essayer vraiment de sortir le ski le plus productif possible et le plus bankable entre guillemets. Et du coup, ça passait par Aurélien apporter des choses, que ce soit dans le Big Mountain, mais après pour ce qui était tricks, je me nourrissais ou je m'inspirais de ce que j'ai eu fait avant en freestyle. Ou même j'étais un peu à l'époque de Mathieu Bijasson. Mathieu produisait un peu le même ski que moi, ou Mickaël, et ça... Mais c'était marrant quand tu regardes les compètes de Frère World Tour de l'époque, c'est 50-50. Tu vois, t'as 50% des mecs freeride à l'ancienne, ligne droite, c'était un backflip, t'as de la chance. Et t'avais 50% nouvelle génération, donc toi, voilà, Loïc Colomb-Paton. Et vraiment, c'était marrant de regarder les trucs de l'époque parce que t'avais... aujourd'hui, c'est vrai que sur les qualifiers, t'avais un peu ça. Ouais. Et aujourd'hui, t'as 90% de new school freestyle freeride. Et le vrai freerider, à part René et... il y a plus grand monde, quoi. Ouais, après pour moi c'est l'évolution du sport qu'il veut, et pour moi il y a aucun et des fois je trouve un peu dommage qu'il y ait un peu le Big Mountain qui est délaissé au profit d'un mauvais backflip ou d'un mauvais 3-6, alors que techniquement je trouve que c'est la base du ski, elle se fait sur le ski alpin, et des fois je trouve un peu dommage que ça soit délaissé pour un mauvais flip. Et tu trouves, parce que nous on a pas mal cette critique dans les DM, c'est ils prennent... c'est devenu le freestyle, c'est devenu le cirque, le Frère World Tour, et c'est plus devenu du ski hors piste à cause des phases qui sont trop bébés, qui sont trop petites. Toi qui as vu l'évolution depuis 10 ans, t'en penses quoi de ça? Que les phases sont devenues... Non, je suis aligné avec vos DM. C'est lui qui vous les envoie, les DM. Merde, la wildcard vient de sauter pour Léo. Non, mais après c'est aussi les conditions qui veulent ça. Malheureusement, on a dû s'adapter aussi à des changements climatiques qui ont fait que on doit être opportuniste sur certains stops, et des fois l'opportunisme ça nous amène à devoir courir sur des phases plus petites. C'est sûr que la volonté, je pense que même de Nico Hollywood du boss, ça serait vraiment de nous proposer à l'ensemble des phases de 600 mètres de freeride avec 50 cm de puff. On en rêve tous, mais la réalité est que aujourd'hui les saisons elles durent 4 mois, il y a un calendrier à faire fitter, et des fois pour que le calendrier se fasse et qu'il y ait un classement général, c'est un peu c'est des solutions de compromis à chaque fois. Donc après, c'est sûr que ça a influencé aussi un peu la pratique du sport et ce qui était proposé. Après, moi, je ne peux pas cracher là-dessus parce que j'ai fait partie des personnes qui ont amené vachement de tricks dans ces runs. T'as changé le sport, Léo, c'est à cause de toi, tout ça. Démon, freestyler. J'en ai fait partie. C'est à cause d'un chamonnière qu'on a raccourci les phases, quoi. Improbable. Non, après, voilà, je peux pas critiquer. J'ai fait partie de cette évolution pour le bien, mais c'est sûr que moi, le standard rêvé qui m'a toujours fait rêver dans ce sport, c'est le Bec des Rosses à Verbier. Donc là, on parle vraiment d'une phase Big Mountain de 600 mètres, raide, technique, et qui peut faire un peu peur à certains. Du coup, est-ce que avec les échéances qui arrivent là, potentiellement des championnats du monde en Andorre, les JO, il y a dans un coin de ta tête le fait de revenir, ou c'est derrière toi, parce que tu es le dernier champion du monde français en freeride quand même. Il y a personne qui a, alors en féminin ou en snowboard, il y en a eu, mais pas en
en masculin ski. Ouais. T'as envie de revenir ou c'est derrière toi et t'as d'autres projets? Non, aucunement. J'ai pris la décision d'arrêter. Je n'ai pas été mis dehors, donc mon ego est servi. Et pour être honnête, je pense que j'ai toujours aimé ces sports parce qu'ils se voulaient indépendants, loin de la FIS. Et aujourd'hui, je m'identifie moins à ce projet olympique. Je ne dis pas que j'y participerai pas, peut-être d'une autre manière, mais en tant que sportif, finalement, je crois que j'ai jamais rêvé de l'olympisme. Ce qui m'a toujours fait kiffer dans ces sports, c'est l'indépendance, c'est de voir ces mecs qui étaient vraiment à leur image en toute chose, quoi. C'est le moment de passer aux questions de la commu. Donc, la grande communauté Daily Frisky a posé des questions. Voilà. D'ailleurs, un truc assez incroyable. T'es le seul invité qu'on a où personne est vénère sur toi. Il y a aucune méchanceté, tu vois. Alors que Du coup, ça vous vénère. Non, mais ouais. En fait, je pense que tout le monde t'aime bien. T'as pas d'ennemis, on dirait. Il y a personne qui est venu dire gna gna gna, comme il y en a tout le temps. Oui, il y a tout le temps qui ont un truc à critiquer. Qui ont des trucs à critiquer, et toi non. Donc du coup, c'est assez ouais, c'est assez lisse. Donc la communauté nous a déçus, donc on va quand même les poser. Les questions de la commu Daily Frisky. Ouais. Combien d'années de thérapie pour avoir fini derrière Vadek au bec des Rosses? Putain, l'enfer. Quelques-unes quand même. Après, il y a ce qu'ont vu les gens et ce que j'ai vécu moi. C'est-à-dire pour moi, c'était très serré. Ouais. c'est une injustice encore. Non, après, j'ai accepté le sport de jugement tel qu'il est, mais voilà, je pense que les initiés savent. Bon, À main levée, qui pense qu'il a gagné? Ben, faudrait que je regarde les runs, j'avoue. Merci, Matt, je te kiffe. Moi, j'aimais bien le run de Vadek. Ah, C'est celui où tu fais la 3-6 avant la Hollywood en Ouais. gros Non, ça c'est l'année contre Heine, donc je me fais saucer 2 fois quand même à Verbier. la réalité, et l'année contre Heine, pour la petite anecdote, c'est l'année où je gagne le titre. Et je vois le run, j'attendais en bas, il restait Reine, Christopher derrière moi, j'avais Aurélien, Samantha Maton à côté de moi, puis on les gars, et là Aurélien dit non, pas lui, non, pas lui, non, pas lui. Et en fait, d'un coup, ils me mettent Reine devant moi. Mais de pas beaucoup, et là c'est vrai que c'est, on va dire, la première fois où j'ai vraiment subi l'injustice et peut-être le racisme, comme tu disais. Ça y est, on va l'utiliser pour ça. en forêt suisse. Et non, mais bon, voilà, on est sur un live, les résultats tombent, ils y reviennent pas, et je reste deuxième de cette journée-là. Je gagne, on essaie de me faire passer la pilule en me disant mais t'es quand même champion du monde et tout, et je dis ouais, mais pour autant, moi j'ai commencé le freeride parce que le bec des Rosses. Mais le résultat il reste inchangé, et 2 ans plus tard Raina il vient il me fait yeah, that day you should have win. et même lui ouais, et de Rainer, un Scandinave aussi fier que lui, autant vous dire qu'il a mis un genou à terre et que c'était difficile pour lui, mais même pour lui ce jour-là j'avais gagné. Du coup les juges voilà, à revoir des fois. Non, Vadek il m'a vu arriver en bas, et Vadek il était sur le hot seat, et là il me dit merde, à mon avis tu m'as fumé aujourd'hui et c'est réglé. Et ce jour-là je suis resté pouli d'or encore une fois. Donc Verbier, on le disait dans le portrait, mais ça doit c'est ce qui t'a fait rêver, c'est ce qui t'a envoyé vers le Free World Tour, et ça reste inachevé, quoi. Ouais, après, finalement, ah oui, et d'une certaine manière, peut-être que l'histoire était encore plus belle si j'avais, on va dire, performé là-bas, mais d'une certaine manière, le fait que Rainer lui-même me l'ait dit, et que moi, franchement, dans mon subconscient, c'est acquis que j'avais les skills pour gagner, c'est ok. Mais il m'a fallu un peu de temps pour le digérer, parce que je me suis encore battu quelques années pour revenir, parce que je le voulais, mon bec des Rosses. Et là, quand je vous parle aujourd'hui, en fait, pour moi, les choses sont faites. Mais vous le voyez pas, en fait, il est dégoûté. En plus, t'étais sponsor Verbier à une époque. J'ai couru 2 ans sous les couleurs de Verbier, ouais. Ouais, mais pour finir sur Verbier, la messe est un peu dite, je veux dire, le run il est sur YouTube, les gens peuvent, enfin moi je conseille aux gens d'aller les regarder, ces 2 runs, celui contre Vadek et celui contre Reine, parce que, surtout celui contre Reine, moi je trouve que j'en ai vu quelques-uns des Reine, des Verbier, j'y étais en live ce jour-là, et je trouve que, ouais, putain, c'était quand même... Non, en vrai, je pense qu'il y avait pas match, et pourtant, en fait, et c'est ça que je reproche un peu des fois au live scoring, c'est que tu te fais un peu prendre par les émotions et l'instant et le direct. Et des fois, il y a des choses affichées où
qui devrait être un peu. Tu voudrais avoir comme au rugby, là, remettez-nous. Ouais, carrément. Ou remettre Les enjeux sont énormes. Tu parles d'un titre de champion du monde, Verbier, qui est la finale, l'enjeu il est énorme en fait. Le gars qui donne le score a potentiellement un impact sur la carrière de l'athlète futur. On pourrait refaire pour les 25 ans, je sais plus combien ça là, mais C'est déjà passé. remettre les 25 ans. juges ensemble à une table et dire voilà, sur tous les runs qu'il y a eu à Verbier, Et on voilà, les remet tous là. après l'histoire maintenant elle est écrite, elle est faite et je revois les juges avec plaisir et on trinque, il n'y a pas de souci, mais parce que aussi pour moi il m'a fallu quelques années pour digérer. Et toi, sur tous les runs qu'il y a eu à Verbier, c'est quoi ton. Même si c'est toi. Hein, c'est pas une question de la commune, Matt. Là, tu ouais, mais casses la trame. on a le droit de s'écarter Ouais, un peu ouais, des questions de bien la sûr, commune. Elles sont aussi on est là une radio pour. On est chez D-Full. Non, mais sur tous les runs qu'il y a eu à Verbier, toi qui es freerider et je pense qu'il regarde Ouais. aussi les vidéos, qui regarde les autres, enfin qui aime bien regarder du ski. Enfin, je sais pas si t'aimes. Il y a des joueurs de rugby qui aiment pas regarder du rugby, mais j'imagine que tous les skieurs aiment bien regarder du ski. Si tu penses à tous les runs qu'il y a eu à Verbier, est-ce qu'il y en a un pour toi qui est le run qui a jamais été fait, le meilleur qui a jamais été fait? Et est-ce que ce serait le tien? Moi, celui qui m'a beaucoup inspiré techniquement, c'est un run de Kyle Jackson. Je pourrais plus te dire l'année, mais qui techniquement fait vraiment des moves techniques forts. Et j'ai inspiré mon ski et j'ai travaillé mon ski pour lui ressembler à Verbier. J'arriverai pas à te resituer l'année, mais ça fait partie de ces runs-là. Aurélien Ducrot, quand il skie très énervé en 2011, mais on va dire que j'ai pas le run qui m'a le plus fait vibrer. Ouais, un peu de narcissisme, c'est le mien parce que c'est moi, je l'ai vécu. Celui de 2019, c'était un grand kiff. Voilà, je finis derrière Vadek, mais pour moi, j'avais mon ski à son paroxysme. C'est des grosses barres, des gros tricks de haut en bas. J'en laisse pas une miette. Oui, à un moment donné, je pose un cul, un dos sur un récept de backflip de 15 mètres. Bon, au bout d'un moment... c'est parti du show. Voilà, allez checker ça sur YouTube. Ouais, 2019. 2017, vrai run, mais tellement robotisé. Je l'ai décidé, je l'avais pas préparé des mois en amont, mais par contre, j'étais tellement j'avais tellement fait un ski mécanique robotisé que c'est pas qui m'a moins fait vibrer, mais je déroulais les pages du livre. 2019, il y avait un peu plus d'instinct, d'impro qui a pris le dessus et du coup l'émotion a été forte. Yes, on revient sur les questions de la commu. Est-ce que le fait d'apparaître dans Kaizen t'a apporté de la visibilité, et si oui, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oui. Ça m'a apporté de la visibilité. On a vu pas mal d'abonnés en plus sur Instagram. Il y a combien d'abonnés en plus? Bien sûr, c'est le PMU, hein, mais je sais pas, 5-6 000 peut-être quand même. Ouais, 5-6 000 quand même. Mais après, pour autant, au quotidien et dans les projets à proprement dit ou dans ma carrière, pas grand-chose. Ça fait partie d'un des projets alternatifs dont j'ai bénéficié à travers un de mes très bons amis qui est Mathis. Je l'ai accompagné comme je pouvais sur ce gros mandat qu'il a eu. Puis voilà, mais c'était une belle expérience. Ouais. On te voit dans Kaizen, on avait partagé l'extrait sur Daily Frisky où tu lui rentres dedans à Inox, tu dis allez putain arrête de te branler à nous, là t'as mal à la gorge mais on va y aller. Il fallait lui mettre des coups de pied au cul des fois pour qu'il se bouge ou... Ouais quand même, après oui, dans le sens où lui prenait le pas derrière nous et en fonction de ce qu'on affichait. Mais après, il faut savoir qu'il a quand même un gros mental. Donc oui, on initiait peut-être quelque chose, mais après, lui, il savait où il voulait aller. Et en vrai, j'aime pas moi, ce gamin m'a choqué de son abnégation, quoi. Il est non-stop. Tu me pardonnes la prononciation, dans Lama Dablam, ouais. On a presque l'impression que c'est lui qui dit les gars, faut aller en haut. On se dirait presque que Mathis, il dit les gars, là, c'est chaud, faut qu'on rentre. Et t'as l'impression que c'est lui qui dit non, mais on va au sommet, quoi. C'était assez marquant, et tu l'as vécu comme ça aussi? Non, toi tu étais pas, c'était malade moi, à ce j'étais moment-là. pas, en fait, j'ai fait l'acclimatation avec eux, et après j'ai rejoint Mathéo Jacquemou qui était là-bas pour son projet d'ascension éclair sur la Madablan. Mais du coup, on était au même camp de base, etc. Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. C'est Inox qui a donné le ton à un certain moment donné, et il a rien lâché pour tirer l'équipe au sommet, ouais, carrément. Ça c'est assez cool. Autre question de la commu, ton skieur préféré? Je pense un des skieurs que j'ai beaucoup aimé et que j'apprécie encore, c'est Sean Petit.
le style, la créativité, la DA. Comme Ouais, ils disent. la DA, comme disent les jeunes. Non, après, maintenant, il m'énerve parce que son après- switch snowboard, là, ça me gonfle. Ouais, Il mais fait après, plus en rien. fait, j'ai aimé des personnages, c'est pas nécessairement ceux qu'on gagnait. J'ai adoré Duncan Adams en halfpipe. Pour moi, c'était un style vraiment atypique et très inspirant aussi, parce qui dénotait vachement par rapport à ce qui se proposait en pipe. Mais voilà, mais je dirais qu'un qui m'a beaucoup marqué, que j'ai poncé les vidéos et que je regarde encore, ouais, Sean Petit. Sean Petit, première part, tu le vois, il est à l'école, il a des boutons partout. Mais ouais, Il de a fou. 14 ans, Il fait 15 1m12. ans. Il fait 1m12. C'est Surtout, ce ce gamin, Mais j'ai finalement, le incroyable. snowboard, ça fait encore partie, on va dire, de son esprit créatif et tout. Ouais, quoi. ouais, mais il a une deuxième, il renaît quoi. Mais c'est clair que tu voyais déjà dans des parts BC, alors que le gars, je sais pas qu'il agit là dans les premières parts, mais il a 12 ans et t'as l'impression qu'il est né dans le BC, Sean Petit, tu vois. T'as l'impression- C'est- ouais, t'as Le mec qui l'impression sort des parts de BC à 12 ans. Quoi. Sa mère, elle a accouché dans l'héliski, dans le Toi, t'es sur regard d'héliski. la verte du snowpark à prendre un 3-6 comme Edgar Groupiron et lui il fait des parts de BC quoi. C'est hallucinant. C'est parce que tu rêvais d'être joueur de foot gamin que tu t'es fait les croisés. Enculé. C'est pas lui, d'accord. Ah, il m'insulte alors que je suis pas là. Je suis Enculé, le la commu. porte-voix de notre commune enculée. Et non, et pourtant, mais bon, il y en a certains qui disent t'es pas un vrai skieur tant que tu te les ai pas fait. Du coup, je suis 2 fois un vrai skieur. Putain, on n'est pas des vrais skieurs. Non. Voilà. Dernière question de la série, raconte-nous l'histoire où tu as failli perdre un bateau en Grèce. Oh putain. Ah ouais, c'est qui On balance pas, on reste Ah ouais, on balance- relation de confiance. On Relation balance de pas le nom confiance. de nos abonnés. On donne pas nos sources. Écoute, j'ai passé le permis bateau, j'ai pu fièrement louer un voilier. Et premier soir arrivé en Grèce, on fait une première nave, franchement assez carré. En plus, on pêche et tout, on fait avec musique des Pirates des Caraïbes. Enfin, tout est au beau fixe. Puis le soir, on prend un espèce de tempête avec un effet Venturi dans la baie dans laquelle on avait mis le bateau. Et un peu erreur de débutant, on n'avait pas droppé assez de chaînes. Mais pour fêter un peu notre arrivée, il y avait les collègues qui avaient loué un catamaran à côté. On était tous sur le cata, on faisait la fête, on commençait à faire les motos avec les canettes dans la bouche. Tu vois, enfin, la totale. Et à un moment, j'ai un collègue qui sort, qui est pour fumer une clope, puis il me tape sur l'épaule, il me fait « Allez, je crois qu'on a bougé, le bateau il a bougé ». Et là, je sors vraiment, et là, je fais... Là, mon pauvre, si on avait bougé, on serait bitché. Mais non, là, c'est l'autre qui est en train de se barrer. Le bateau, il était déjà à 100 mètres. Il était en train de se faire embarquer par le vent, avec personne à bord. On saute dans une annexe, pas de gilet de sauvetage, pas de gilet de détresse. Bourré. Pas de fusée de détresse, rien. Une mauvaise frontale. Et on part. Et en fait, la mer commençait à s'agiter. Et avec une annexe à moitié gonflée. Et on prenait des remous. Et elle prenait à moitié l'eau. Et finalement, ils ont réussi à tomber pile sur le bateau, à remonter, redémarrer et ramener le bateau avec Jordan, mon collègue qui pilotait. Et ça a été une nuit d'enfer parce que après le kata s'est fait embarquer par le vent. Moi j'ai eu la bonne idée à un moment donné de vouloir sauter à l'eau avec l'ancre. Il y avait plus de fond que je pensais, j'ai coulé avec l'ancre. Enfin, autant vous dire que autant vous dire que le trip bateau grimpe en Grèce s'est transformé juste en trip bateau et essayer de pas payer le bateau le reste de notre vie, quoi. Et du coup, Aurélien Ducrot, c'est ton vrai mentor, quoi. Le freeride, le bateau. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire du bateau après? C'est un truc qui t'attire, la mer, non, ou pas pour du le tout? coup, pour le Ou coup, l'océan. pas du tout. J'ai beaucoup de plaisir à aller avec lui. Je me régale en mer ou à faire un peu des projets assez proches de cet environnement. Mais après, c'est coûteux, même en termes d'énergie et tout. C'est un autre monde. Après, je comprends l'appétence qu'il a pour ce milieu-là et qu'il se régale, mais je lui laisse volontiers. Mais oui, Aurélien est un mentor pour différentes raisons. Ok. On bouge sur le film. Ouais, ben, même un peu avant, moi, Ah. avant de basculer sur le film, t'es en train de passer tes diplômes pour être guide. J'essaie de rentrer dans la formation. Ouais, t'essayes d'entrer dans la formation. Dans la C'est proba. comme sur le World Tour, quoi. On En te fait, ferme il y a- la en fait, porte. Voilà, il y a le test du proba à passer et j'en suis, on va dire, aux prémices. Comment on passe du freestyle au freeride au guide suprême des cafistes? Bah, quand t'aimes le ski dans toute sa largeur, finalement, tu te mets pas de limite, quoi. Non, ouais, c'est vraiment là, tu te projettes là-dessus pour la suite. Non, en vrai, j'adore le ski, ça reste vraiment, on va dire, mon terrain d'expression en premier lieu et c'est ce que j'aime. Par contre, c'est vrai que j'ai passé mon BE de ski et pour le moment, j'ai pas trop de plaisir à l'enseigner ou à prendre le rôle de moniteur ou de coach. Je me suis un peu essayé
à coacher les kids ou à prendre des clients, et je pense que j'ai besoin de perspectives, on va dire, un peu plus larges. Et pour le coup, j'ai la chance d'être à Chamonix, un peu bercé dans tout cet environnement haute montagne, alpi, escalade et autres. Et c'est un peu et ma liste de courses pour me présenter au guide, elle s'est faite naturellement, sans même vraiment y penser au début. Et c'est petit à petit, à force d'être avec des copains qui sont dans ce milieu-là, que l'idée est venue. Et aujourd'hui, c'est finalement devenu quelque chose qui m'habite pas mal. Ouais. Ok, trop bien. Bonne chance pour l'épreuve freeride, la descente. Là, il y a une montée en ski de rando C'est et il chaud. faut descendre. Ouais. Et du coup, faut que tu skis comme un guide ou comme un freerider. Ah ouais, Et tu vas te faire refouler avec un peu trop new school, non? Bah écoute, pour avoir passé une fois, vu que je l'ai raté, comme je suis assez annulé en grimpe, le ski s'est pas trop mal passé. J'étais le dernier de la journée à passer, mais je crois que ils m'ont pas mis 20, mais ils m'ont mis juste en dessous. Ouais. T'imagines, t'as l'ENSA, tu vois, Léo Slemet, une notation freeride. Oh, allez, refus. Allez hop. Ils t'ont pas mis 20. Enfin, celle-là, elle aurait fait plus mal que Verbier, je pense. Il y avait- Tu il y vois, avait- c'est un peu les dieux de la vallée, les guides, ils se prennent un peu pour vraiment les kings. Et si ceux-là m'avaient vraiment refoulé, ça m'aurait. Il n'y avait pas Vadek ce jour-là qui t'est passé devant. Vadek a eu 20. Vadek ouais, a je eu crois. 20, lui. Vadek, il a eu 20, le bâtard. Du coup, effectivement, tu as une actu chaude en ce moment. Tu sors ton film, ton documentaire qui s'appelle Ouais. Better Up There. Ouais, t'as vu l'accent, il est Ouais, incroyable. ouais, tu t'es amélioré. Hein. Non, mais on parle à la commu Daily Frisky. Du coup, tu nous l'as laissé le voir avant que la projection grand public qui sort au Ouais. High Five. Du coup, on va un peu parler de ça. Willy, je te laisse. Ouais, bah juste sur le film, c'est quoi? Donc c'est une diffusion. Tu fais quoi? Tu fais tourner cinéma et après ça sera sur internet? Du coup, ouais, Ça sera le Better Up There, c'est un biopic qui va tourner dans les différents festivals à l'automne et après qui sera en accès sur Internet. On n'a pas encore exactement sur quel channel, on ne connaît pas encore, mais ça sera sur Internet à partir de février potentiellement. Ok, donc ouais, donc pour la commu, pour leur dire, c'est plutôt un documentaire qui retrace un peu ta carrière. Vraiment, c'est un biopic. Sa C'est- vie, C'est voilà, vrai, ouais. c'est un biopic. Sa Sa vie, son œuvre. Et 35 minutes, c'est ça? 40? 45. C'est beau ce que tu dis. Non, 45 minutes. 45. Et clairement, on l'a vu et on conseille aux gens d'aller le voir parce que au-delà de la carrière, c'est aussi la vie et toutes les épreuves que peut rencontrer quelqu'un qui vit en montagne. Et c'est assez intéressant et je pense qu'on va aussi creuser là-dessus. Un truc enfin, je pense que personne ne savait, c'est la maladie de Crohn que t'as. Ouais. Ça, enfin, je sais pas si. Allez, ça c'est intéressant. Moi, je savais pas du tout. Euh, Et boum, ça arrive comme ça dans le film. Tu vois, alors, t'es là, ok. juste la maladie de Crohn, tu peux nous expliquer ce que c'est, ce que ça peut engendrer. On peut aller dans les détails crus, hein, c'est pas grave. Non, écoute, entre guillemets, la maladie de Crohn, c'est ton système auto-immune d'une certaine manière qui se retourne contre toi. C'est une maladie qui vient toucher tout le système digestif, donc qui va de l'entrée à la sortie, de la bouche au cul. Et derrière, qui se manifeste de par des inflammations, entre guillemets, d'un premier degré à un degré plus sévère, qui peut être des perforations et on va dire des choses plus graves, quoi. Et en plus, tu dis dans le film que c'est sensible au stress, à la fatigue. Bah après, quand moi, on me présente quand on m'annonce cette maladie, je ne la connais pas. C'est un sujet qui se voulait encore pas tabou, mais un peu méconnu en France il y a 12 ans. Mm-hmm. Et du coup, bah, j'ai mené mes propres recherches et c'est vrai que les différents facteurs qui peuvent venir, ou du moins les différents cas qui se sont manifestés, ben, les choses qui peuvent montrer, c'est soit des gens qui fument, soit des obèses, soit des gens, on va dire, stressés. Tout ce que t'as, quoi. Ou ça peut, d'une certaine manière, être un peu héréditaire aussi. Voilà, Ouais, on va dire que c'est les quatre différents facteurs les plus marquants. Et moi, finalement, dans tout ça, il n'y en a qu'un que j'ai pu souligner, c'était peut-être le stress, parce que j'étais très exigeant avec moi-même, je voulais performer en ski, je voulais être bon partout. Voilà. Mais c'est ça qui est marrant dans le film, c'est que tu as ce passage-là sur la maladie, tu dis ouais, ça peut être sensible au stress, et boum, tu repars à fond, Frère World Tour, pression, enfin tu vois, tu te dis, c'est ça qui est marrant, il y a un petit moment je pense sur l'acceptation, mais dans le film, tu as vraiment Ouais, après, un peu what the fuck, quoi. Ouais, J'y mais vais, quoi. en fait, c'est une fois que tu as compris, tu apprends à composer avec et tu avances. Mais comment tu gères ça? Parce que Après, c'est une maladie aujourd'hui qui se traite, qui se guérit pas. C'est une maladie qui se manifeste à certains degrés. Il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Moi, c'est une maladie qui a été prise en charge assez tôt et qui a été canalisée via un traitement. Et c'est pour ça, via ce traitement-là, j'ai jamais été embêté pendant toutes mes années de course. Ah, t'as trouvé le bon traitement, quoi. Et qui plus est, j'ai aussi appris à vachement, on va dire, m'écouter d'une certaine manière. C'est plus à me recentrer sur les choses essentielles. Et l'enjeu d'une course, oui. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le film, je dis, j'ai fait tout ça, mais sans jamais stresser. C'était mortel. ouais.
On va attaquer une partie un peu moins sympa. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de ta vie, tu as eu le malheur de perdre 2 fois ta copine dans une avalanche, 2 copines différentes. En fait, avec ce film, on touche, je trouve, quelque chose d'assez intéressant. C'est tout le côté psychologique. Toi, t'as pas voulu appeler la psychologue la psychologue, t'as appelé ça la kiné des émotions. Ouais. Il y a encore un peu de honte aujourd'hui dans le ski, dans le milieu de la montagne, à dire je vais voir une psy, ou parce que ça m'a marqué cette expression. Ouais, la phrase, elle est forte. Écoute, je pense que c'est pas que tabou en montagne. Je pense que ça l'est en général dans la vie. C'est pas finalement c'est oser présenter ses faiblesses d'une certaine manière, mais en fait c'est pas des faiblesses, c'est juste des blessures. C'est un genou, c'est une cicatrice. Et en fait, quand tu as une cicatrice, ça te fait des adhérences. Tu viens masser tes cicatrices, travailler autour pour récupérer toute l'amplitude de la partie blessée. Et finalement, ta tête, quand elle est blessée, elle est figée. Il y a des adhérences. Et finalement, une psychologue, ça t'aide à récupérer ton amplitude émotionnelle et juste à retrouver, on va dire, un schéma... on va dire tout aussi simple, quoi. Le film, il touche du doigt un sujet dont on parle beaucoup, un sujet de société, la santé mentale. Ouais. Et en montagne, j'ai l'impression qu'on ne le prend pas beaucoup en compte. Comment toi tu vois les choses? Je pense que tu vas être amené à en parler beaucoup après ce film. Tu vas presque devenir un ambassadeur de la santé mentale dans le ski. Mais c'est vrai, moi on en a parlé avec Willy. Comment tu vois les choses de ce côté-là? En vrai, je me vois vraiment pas comme un messie ou quoi que ce soit. Je propose quelque chose et on va dire que c'est comme pour moi un artiste en musique qui va proposer une musique, qui va se raconter, t'aimes pas, t'écoutes pas. Mais c'est pas pour autant que si ça te sert, tant mieux. Mais après, je m'affiche vraiment pas comme étant mieux qu'un autre ou comme un SI ou comme quelqu'un qui va soigner. Par contre, c'est un support je me dis, si ça fait écho à certaines personnes, comme une musique, ça peut permettre de leur mettre un coup de pied au quotidien, comme moi, la musique, ça peut me mettre quand je vais à la salle ou juste à des moments me bouger, où je peux m'identifier à travers cette œuvre, entre guillemets, parce que finalement, comme l'a dit Willy, c'est un peu l'œuvre de ta vie. Et tant mieux, je dirais que le projet, il est réussi. Voilà. Et dans tes années performance, t'avais un coach mental, justement, t'es suivi sur ça, ou t'avais que le côté perf Non, du tout. Je pense qu'après, j'ai eu mon coach, Greg Lisco, m'a vachement accompagné sur l'aspect sportif, mais aussi sur le plan un peu personnel, avec des faits assez simples de vie auxquels me rattacher. Et après, j'avoue que j'ai écouté énormément de musique, j'ai eu un peu ces périodes de propre réflexion, et peut-être que finalement, le fait d'avoir un projet qui était celui de devenir champion du monde, d'être devenir une des figures de ma discipline, a toujours fait en sorte que j'ai été très discipliné dans ce que j'ai fait et j'ai cherché des solutions, mais sans pour autant avoir qu'un coach mental. Parce que tu vois, il y a ce que disent aussi des fois les gens qui gerbent au début en haut de la start gate, qui flippent en haut de Verbier. Enfin, c'est quand même impressionnant pour tous ceux qui ont bu le bec, c'est quand même un truc. Et en haut, c'est encore pire. Enfin, tu sais, je sais pas si on s'y habitue vraiment toujours. Alors peut-être que Aurélien Ducrot, avec 10 extrêmes, à la fin, il connaît son truc, mais il y a ça à prendre en compte, quoi. Si t'as pas de coach, dans le freeride, vous êtes quand même assez jeune, t'arrives à 25, 28, 30 ans, tu dis ouais, c'est cool de sauter backflip, mais tout passe bien jusqu'au moment où ça passe plus. Enfin, tu vois, il y a quand même. Je te dis en vrai, je sais pas. Peut-être que j'ai grandi plus vite que d'autres à cause de ces différents événements. Et pour la petite anecdote, à Verbier, l'année où je gagne, en fait, on te remet la veille à la cérémonie le Golden Bib, plus ton bib qui était prévu pour toi avec ton nom, parce qu'on ne sait pas trop le déroulé de la saison en avance, heureusement. Et le matin, je suis en train de repérer la face, je fais mes derniers réglages, je viens, et j'avais décidé ce jour-là de pas. Enfin, pour moi, j'étais toujours pas gagnant vu que on était 3 ex-aequo avec Loïc et Christopher, et du coup, je porte le maillot comme tous les autres, le maillot rouge. Et les photographes, même l'organisation, a dit putain Léo, le Golden Beam et tout. C'est Jérémy Bernard qui vient vers moi, il me dit putain Léo, mets ton Golden Beam pour les photos. Je dis mais je l'ai pas pris. Et là il me dit comment ça? Je dis je le mettrai quand j'aurai descendu et que j'aurai bien gagné. Voilà. Et du coup j'ai descendu, j'ai bien gagné, j'ai mis le Golden Beam. Alors voilà. Non mais je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jérém, c'est que tu dis les drames en montagne c'est comme dans la vie, comme tout le monde. Mais la montagne, c'est quand même un milieu où il y a. Enfin, quand tu es chamoniard et quand tu es sur le Freeride World Tour,
la mort que tu as connue toi, que tu as côtoyé de près, c'est quand même un milieu, Chamonix ou les riders du Freeride World Tour, où il y a des gens malheureusement qui la côtoient beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai pas de potes qui sont morts en montagne, quoi. Et pourtant, j'ai plein de potes. Enfin, je suis dans le milieu du ski, machin et tout, mais Non, je veux dire, t'es quand même vachement plus exposé. T'es dans un petit milieu vachement plus exposé à ce genre de drame, malheureusement. Bien Et sûr. toi, t'en as connu en plus d'eux. Enfin, en plus, c'est méga. Enfin, en revoyant le film, Jérémy il a pleuré. Moi, j'ai pas pleuré, mais je comprends que voilà, c'est hyper émotionnel, Un quoi. bâtard, toi. T'as pas de sentiments, mais... Non, c'est vrai que j'ai pas de sentiments. Mais je veux dire. Après, t'es un snowboarder, ça vient peut-être de là. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que je voulais dire, là où je voulais en venir, c'est quand même, tu peux pas balayer comme ça en disant mais c'est comme partout, le fait que de toute façon t'es plus exposé quand t'es chamoniard, quand t'es sur le Freeride World Tour, quand tu vas être guide aussi, enfin, les familles de guides le connaissent bien, à cette mort en montagne, quoi, qui est en plus un milieu où on kiffe. Donc c'est doublement, c'est double peine, quoi. C'est le milieu où tu kiffes et en plus c'est le milieu qui tue, quoi. Putain, les gars, je pensais que j'allais avoir du fun ici, bordel. Non, je comprends. Non, vos questions, franchement, elles sont pertinentes. C'est cool d'en parler, il n'y a aucun souci. Mais putain, ce Daily Frisky, ça a changé. Ça devient sérieux. Ouais, ça devient sérieux. Vous avez des bureaux et tout. Alors, question Daily Frisky, fumer un pétard en haut de la Startgate. Qui fumait des pétards? Je l'avais aussi, ça. Non, bien sûr qu'on est. Malheureusement, c'est des choses auxquelles on est confronté assez jeune. Je pense pas que c'est le fait d'être chamoniard. Je pense que c'est la montagne dans son ensemble qui est rude, qui n'est pas facile. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, moi, assez jeune. Je pense que les premières fois où j'ai été à un enterrement de quelqu'un qui s'est tué, je devais avoir 8 ans ou ce genre de choses. Et malheureusement, ça fait un peu partie du décor. Il faut savoir que ça existe. On les néglige pas et on fait tout notre possible pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais après, il y a une réalité, c'est plus on y passe de temps, plus on est exposé. Donc après, c'est juste aussi essayer de faire au mieux pour se préserver de tout ça. Après, ça laisse des traces, on n'en sort jamais indemne et on n'oublie pas, mais on apprend à avancer avec. Ouais. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vit ça en ce moment, tu lui dirais quoi ? C'est propre à chacun, c'est vraiment tout propre à chacun. Par contre, le choix, on l'a tous. Et pour moi, c'est une question de choix. Moi, je le dis dans mon film, c'est le matin quand tu te lèves, tu as le choix de rire ou pleurer. Et moi, j'ai fait le choix de rire, j'ai fait le choix de vivre. Ouais. Et la kiné des émotions, tu conseilles ? Ouais. Mais même pour tout événement qui se voudrait peut-être post-traumatique ou qui crée des... En fait, ce qui est paradoxal, moi j'ai perdu des gens en montagne, quelqu'un est dans l'exercice de ses fonctions, et les gens qui étaient avec lui, ils ont tout de suite été pris en charge par une cellule psychologique du PG. Ce qui n'est pas le cas quand ça arrive si en fait toi t'es pas là et on t'annonce a posteriori qu'un proche s'est tué, et du coup je trouve ça assez particulier qu'il n'y ait pas forcément de prise en charge automatique quand on vit dans le milieu de la montagne, puisque comme le disait Matt, on est tous assez exposés. Donc ouais, comment toi tu réagis à ça ? Écoute, je pense que c'est aussi une démarche qui vient de soi, à savoir qu'on n'est pas nécessairement réceptif à cet échange avec une kiné des émotions, comme tu dis, en immédiat. C'est toi qui dis la kiné des émotions. comme tu l'énumères. Mais c'est... Oui, c'est vrai que mais parce qu'on en a fait quelque chose qui est identifié comme une maladie mentale. C'est pas une maladie mentale, le post-traumatique. Le terme maladie, c'est... Voilà. Et c'est dur, même quand t'as le rhume, d'accepter le fait que t'es malade ou autre. Tu vas quand même repousser l'échéance. Et là, on est sur une échelle encore bien plus puissante. Et du coup, c'est pas des choses faciles nécessairement à accepter. Mais pour autant, je te rejoins, c'est des choses qui devraient être bien plus, on va dire, désacralisées et beaucoup plus accessibles. Bon, moi, vu que j'ai plombé l'ambiance, j'essaie de remonter le truc, et du coup, on là, parle de drogue un peu. Attends, mais j'ai le droit de parler de drogue. Oui, bien sûr. Mais merci pour vos questions. Vous faites les durs là derrière vos micros, mais vous avez des petites âmes sensibles. Ah oui. Je pense vraiment que avec ce film-là, tu te rends pas encore compte, mais tu vas être
l'ambassadeur de... non mais c'est vrai, de la prise de conscience et de porter aussi les drames en montagne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont osé en parler. Et je vais citer quelqu'un du film. Je veux qu'on connaisse cette souffrance, je veux qu'on en parle, parce que dans le milieu montagnard, on a ces rustres, on a du mal à parler de ce qui nous touche. Et aujourd'hui, toi, tu as brisé un peu ça, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans le ski et dans le freeride. Une évolution forte. Ouais, c'est Céline qui en parle dans le film. Et je pense que ça a été la volonté de Mathis. En fait, Mathis est un ami proche à qui je me confie et qui a été présent durant ces différentes épreuves. Et la façon dont j'ai de verbaliser les choses, lui a voulu la mettre en lumière. Aussi, finalement, le projet, il vient de là. Et c'est ça qui est le plus beau au final dans le film, c'est que les skieurs, ils sont assez humbles, ils parlent pas beaucoup. Les chamonniers, on dit que c'est des taiseux. Et aujourd'hui, tu as pris la parole sur un sujet assez fort, et je pense que c'est ce qui va résonner dans ce film. Et prépare-toi à être le porte-parole de ce sujet-là, parce que les médias, c'est sûr que c'est ce qu'ils vont retenir, et ils vont t'interroger là-dessus. Déjà, si les journalistes de Daily Frisky on en fait leur chou gras. Vous m'impressionnez, les gars. Vous avez grandi aussi, c'est bien. Bon, Matt, question drogue. Bon, alors, on part sur la drogue. Dans le freeride. Non, mais moi, parce que je parle toujours de moi. Tu sais, j'avais mon pote avec la vasectomie là. La petite famille du Freeride World Tour, comme on l'appelle. Ouais, on s'était vu en Alaska. Depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, j'ai pu voir que déjà il y a une évolution sur la drogue, mais il y en a quand même eu beaucoup. Enfin, surtout la drogue, c'est du pétard, hein, ça va, c'est pas non plus. La drogue la plus usitée sur les étapes du Freeride World Tour, c'était quand même la weed, quoi. Ça sentait bien la weed. Déjà, toi, t'étais un fumeur de weed ou pas, et comment tu vois ça? Moi, je me souviens de très grands champions, on va peut-être pas citer de nom, ça sert à rien, c'est illégal en plus, mais de très grands champions qui ont gagné des titres en ayant fumé des pétards, quoi. Je veux dire, ça paraît aujourd'hui avec la FIS qui est rentrée, maintenant tu fumes un pétard en bas d'une arrivée du Freeride World Tour, les mecs viennent te dire, ah putain, tu fumes des pétards. Mais non, mais surtout que maintenant normalement il va y avoir des tests. C'est interdit. Non, mais c'est interdit en plus. Il y a des tests, il y en a qu'au urine, je pense maintenant avec la FIS. Mais comment tu le vois ça? Est-ce que tu trouves que ça apporte quelque chose, ou au contraire c'est chaud, quoi? Écoute, pour répondre à la première question, je plaide non coupable. Et non, je faisais pas partie de cette équipe-là. Après, pour autant, j'ai vraiment un regard assez ouvert pour ma part sur la question. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que c'est surtout un sujet tabou en France, malheureusement. Il y a d'autres pays dans lesquels c'est dépénalisé, d'autres légalisé. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait juste avancer avec son temps. Pas pour autant que je plébiscite les drogues. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui peuvent intervenir à certains moments qui sont, on va dire, pas pires que certains médicaments chimiques. Donc voilà. Mais on m'a rapporté ça, une discussion de la Fédé, de la FIS justement sur le Freeride World Tour. Et une visio il y a pas longtemps, et en gros ils disaient on est super content au Freeride World Tour que la FIS prenne le truc, et on va faire des tests antidopage sur le Freeride World Tour, et les athlètes sont super contents pour l'équité du sport. Ouais. Mais c'est pas les athlètes qui disaient ça, hein. C'était le directeur. Après, pour ma part, je suis vraiment pour un sport propre, et pour le coup, je suis assez d'accord que quand dans le cadre du sport, de ne pas tolérer le cannabis, pour moi, je l'entends complètement. C'est peut-être pas un produit dopant à proprement dit. Par contre, si à un moment donné, ça te permet d'être plus en phase avec ta compétition du lendemain, alors que le voisin de chambre, il fait exactement face à la même chose, mais que lui n'a pas recours à ça. Oui, là, on entre dans un produit dopant. C'est d'une certaine manière, on utilise un produit, on va dire, qui est psychotrope pour permettre de se canaliser. La gestion de stress, c'est quand même un des facteurs hyper importants dans le freeride. Donc, c'est clair que si tu t'es mis un cône avant... Non, mais moi, je l'entends, et surtout qui plus est, voilà, j'ai fait de la compétition à haut niveau, j'ai été je me suis aligné. Après, je remets aucun moment, je remets en cause ce qu'on a fait, ce qui s'est fait, et l'époque à laquelle j'ai vécu. Par contre, aujourd'hui, si le sport vient à se professionnaliser davantage, on parle d'olympisme, etc. Pour moi, toutes ces questions de drogue n'ont rien à faire sur la compétition. Bah non, mais parce qu'on est des journalistes d'investigation. Ah non, mais tu voulais une réponse, oui. Je peux pas dire que je suis pour sur le Freeride World Tour. Par contre, j'aurais été pour que ça soit un Freeride World Tour qui reste assez avec son identité initiale. Ouais, ce que je voulais dire,
On a le droit d'approfondir les sujets ou pas? C'est Vas-y, bon, quoi. Matt, on va faire interview ensemble. Parce que... Ouais, c'est le Matt Frisky. Non, mais ça faisait. C'est peut-être un temps révolu, mais ça faisait partie d'une époque aussi. C'était le Freeride World Tour, c'était à la cool, c'était comme le snowboard à une époque, quoi. Je sais pas, c'est peut-être. Un boomer, Matt, un boomer. La performance, les mecs qui s'arrêtaient en haut des cliffs il y a 15 ans. Non, mais voilà, voilà. Après, tant mieux, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Le skate a vu cette évolution, le surf l'a vu, le freeride le voit aujourd'hui. Et... Oui, Oui. je suis d'accord. Mais attends, il y a aussi ce que te vendent les athlètes et ce qu'ils font en réalité. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles Josie Wells, si ça te parle. Il faisait le mec rock'n'roll, hardcore, slim. C'est une famille de mormons, marié à 20 ans, néo-zélandais, toute la famille. Et au final, il te vendait, je suis une rockstar. Tu remets en question la religion? Bon, non, mais ce que je veux quartier dire. des pèlerins, c'est... D'ailleurs, le divorce n'a pas tenu. Il s'est remarié, Josie. Allez, Non, mais il y a une différence entre ce que te vendent les athlètes et les marques et derrière, ce que tu as derrière, quoi. Non, moi je suis bien Comme sûr c'était- que je suis pour cette image rock'n'roll du freeride. J'aurais aimé qu'elle perdure, mais après voilà, le sport a fait, et j'en fais partie. Je suis arrivé avec un coach, avec un manager derrière, et j'ai amené, on va dire, peut-être quelque chose de beaucoup plus structuré que ce qui était proposé avant. Et du coup, ça correspondait peut-être pas à cette image punk, et pour autant j'adorais cette image punk. J'ai fait plein de soirées. Pour moi, les deux parties s'entendent, et je pense que le terrain juste, c'est un terrain neutre, et c'est un terrain, voilà, qui se veut sans truc extérieur. Fini avec les questions de la commune, Ouais. il nous en restait 5. Les questions de la Commu Daily Frisky. Est-ce que t'es pote avec Inox? Je dirais pas pote, on se connaît. C'est quelqu'un que j'apprécie. On échange à quelques moments, mais non, on n'est pas Vous vous revoyez depuis Kaizen ou non? dans le cadre pro, oui. Ok. Est-ce que tu as déjà payé un green fee à Cham ou tu fais toutes tes parties en scred? J'ai payé des parties. Des aux parties. autres. T'as ta carte verte ou pas? J'ai ma licence. Explique-nous ta passion pour les Nike requins TN. D'ailleurs, il est. Ah ouais. Alors là, on a la Nike TN requin triple black, je pense. Là, il est full Là, black. ouais, full Là, black, les TN au grosse pied. TN. Et j'avoue que je tire mon inspiration beaucoup plus du monde du rap que du monde de la montagne. Et ça fait partie, on va dire, des petits items que j'aime particulièrement. J'aime particulièrement les chaussures, les sneakers, et la TN elle fait partie De la tiraille. de la Bah, tiraille. tu parles de rap, d'ailleurs, un rappeur qui signe la BO de ton docu, c'est Bécard. Ouais. T'es parti en montagne avec lui là récemment, Ouais, raconte-nous c'était un peu. fou. Écoute, Bécard, j'écoutais ses musiques avant de le rencontrer. Je lui ai demandé les droits et qu'il a accepté. Et en fait, pendant l'écriture de son deuxième album, il était à Chamonix. Il savait pas que je vivais à Chamonix. Il avait juste entendu parler de moi parce que son cousin est passionné de ski. Et lui me dit, vas-y, let's go, on dîne ensemble ce soir. On s'est rencontrés. Mais le match s'est bien passé. Et par contre, après que son deuxième album soit sorti, je le félicite et je les invite à la première. Et je lui dis, mais tu connais quoi de Chamonix? Il me dit, rien, on a fait un séminaire, on est venu bosser sur mon deuxième album, on a loué une baraque, on s'est enfermé là-bas pendant 10 jours et c'est tout, quoi. C'est leur processus créatif assez particulier, mais il est propre à eux et c'est cool. Et du coup, il me dit, et du coup, je leur propose, écoutez, je vais vous faire venez à Cham et je vous emmènerai faire un bout de balade. Et finalement, je les ai emmenés en montagne, c'est la première fois qu'ils mettaient les crampons. Et en fait, juste lui, il avait jamais mis le nez au-dessus de la muraille parce que Chamonix, c'est entre ces deux parois et il était jamais monté en haut. Et finalement, le contact est super bien passé. Il est venu à l'avant-première de Better Up There. Il a vu ce pourquoi j'avais choisi cette musique et je pense qu'il y a eu écho aussi chez lui. Et finalement, il y a eu un peu une histoire dans l'histoire. Énorme rappeur Bécard, ceux qui connaissent pas, maintenant il est hyper connu quand même, mais allez streamer ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ta soirée mémorable sur le Freeride World Tour? Oui, il y en a eu quand même plusieurs. On a célébré quelques podiums, quelques défaites. On a célébré des podiums dont il y a des défaites. Non, si t'en as une comme ça, là, clac, qui te revient. Une fois, on nous a confinés pendant 2 semaines en Andorre à cause des courses reportées. Autant vous dire que ça n'a pas fait bon ménage quand t'avais autant de génie au mètre carré. Avec un hôtel qui se portait bien volontaire de toute notre connerie. Et non, j'en ai une anecdote, une en Autriche.
je revenais d'une petite blessure, je remontais gentiment dans les gammes, puis je termine 3e en Autriche. Pour fêter ça, on fait la soirée. J'ai la bonne idée de partir dans un battle de danse. Je fais un grand écart et je me claque l'esquio. le retour de blessure c'est vu bien marqué. Et derrière, on avait Verbier qui arrivait. Du coup, je suis arrivé avec Verbier, là, avec la jambe toute strappée, mais ça m'a permis quand même d'être sur le podium. Donc, l'histoire était encore plus belle. Ton coach devait être content de ça. Tu lui as dit ou... Je lui ai pas dit que c'était sur la piste de danse, mais peut-être que ma physio va le découvrir aussi là. Donc, si vous voulez faire des podiums à Verbier, faites des grands écarts. Tu as déjà un peu répondu, mais très rapidement, ton avis sur l'évolution du freeride? Écoute, les standards évoluent. Je pense que j'ai eu préféré un freeride avec des phases plus longues et un freeride qui souligne un ski big mountain un peu plus technique que uniquement un freeride qui se veut aérien avec des tricks. Un freeride de bonhomme chamonnière. Voilà. On veut de la montagne, on veut des grosses barres et des longues faces. Le guide a parlé. On va clôturer cette interview. On finit toujours avec un tu préfères. Donc faut que tu répondes très rapidement. La Bécard ou Inoxtag? Bécard. La face blindée de poudre mais plate ou pentue mais bleue? Blindé de poudre et plate. Golf ou foot? Golf. Cap-Breton ou Chamonix? Chamonix. Glaciron ou couloir des Cosmiques? Glaciron. Backflip ou 3-6? Backflip forever. Dernière question qu'on te pose. Quel skieur t'aimerais entendre à ce micro? Watcha. Faut que tu nous donnes des idées parce que... Ouais, est-ce que la liste... Français... Ou Suisse. Ouais, ou Suisse. Non, après, nous, on en parlait ce matin avec Jérémy au téléphone. Un de mes rêves. Guerlain Nos rêves. Guerlain Chichery. Ouais, je pense Guerlain, il J'adorerais. parle à une génération avec pas mal de trucs croustillants. Je On pense veut- Adrien Coirier, un peu le rageux du ski, un peu le prétendant jamais couronné. Ouais, ça peut... Voilà. Après, j'avoue, moi, pourquoi pas un Thomas Kriev. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, il parlerait avec un recul qui pourrait être... assez cool. Ouais, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des choses à régler, j'en sais rien, tu vois. Geoffrey Paulet-Villard, qui a un franc-parler et qui est quand même allé au examen. Mais après, c'est sûr que dans nos générations, moi, Lolo Favre m'a quand même régalé. Lolo Favre. Loïc Colomb-Paton, mine de rien, c'est le mec qui a performé en boss, en pipe, en freestyle, en freeride. C'est un peu le Candide Tovex jamais reconnu, Loïc, quand même. Le pauvre. Ouais, c'est. Mais quand même double champion du monde. Oui, non, mais c'est clair. Mais je veux dire, il vit dans l'ombre. Il y a quand même une actu, c'est que Geoff est devenu sophrologue. Ouais. C'est correct. Ça, on en parle. Là, tu vois, on a parlé un peu psychologie, là, on va parler sophrologie avec Geoff. En fait, ça va être. On va faire des podcasts de Et fou. préparateur mental, j'ai vu ça. Ouais, non, mais à l'horizon française, ouais. Après, Elisabeth Gerritsen, je pense que c'est quelqu'un qui prend parti. Alors, sur pas mal de choses. Elisabeth, Parlons-en. ça fait 2 fois que tu nous plantes, Elisabeth. Parce qu'elle veut pas payer l'autoroute Genève-Annecy. Elisabeth, il y en a marre. Elisabeth, franchement, on n'a jamais autant couru après une meuf. Donc c'est mort, c'est terminé, on arrête là. Et des jeunes aussi. Des jeunes, mais oui, bien d'avoir des jeunes, un peu peut-être, je sais pas, Max Palm ou Astrid. Ou... Exactement, c'était... Parce que là, vous parlez à une génération quand même de trentenaires. Hein. C'est clair, c'est pareil. Parce que les 2000, ils connaissent rien à tout ce que vous racontez. Max était prévu, mais il est en Autriche, mais on espère encore l'avoir dans la saison 2. Voilà. Oui, il va arriver. Bon, merci Léo, c'était hyper cool. Merci les gars, merci à vous. Avec toi. Merci d'avoir écouté Daily Free Ski Podcast. Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Je te remercie.